Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Faire de l'or à partir du plomb, réaliser l'élixir de longue vie, est-ce possible ou est-ce de l'ordre de la légende? C'est ce que nous allons voir sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. L'alchimie sera au centre, vous l'avez compris, de notre première heure à travers le livre de Georges Marty, son auteur. Georges Marty, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier Carnet d'alchimie aux éditions Ambre. L'alchimie, première petite question pour se mettre un petit peu dans le sujet, est-ce une fable ésotérique et initiatique ou une vraie recette pour fabriquer de l'or? Le mot recette... C'est un petit peu provocateur, je vous l'accorde, tout à fait, volontairement. En fait, personne ne sait très bien si c'est une farce, comme vous dites, ou une recette réelle. Tout ce qui est sûr, c'est que, disons que cette science m'a un petit peu intrigué et que j'ai cherché à en savoir davantage. Ouais. On pourrait parler, et je pense que c'est tout à fait ça, de chemin initiatique. Le chemin initiatique, voilà, un petit peu. C'est-à-dire que lorsqu'on parcourt ce chemin, c'est avant tout, comme vous avez dit, un chemin initiatique personnel qui demande beaucoup de travail, mais ce travail est finalement très enrichissant car il vous oblige sans cesse à faire des recherches, aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel, et il vous oblige en quelque sorte à vous poser une infinité de questions auxquelles vous vous sentez devoir répondre à un moment ou à un autre. C'est pour ça que mon ouvrage contient beaucoup de points d'interrogation. C'est normal, c'est tout à fait normal. J'oblige un petit peu le lecteur, tout d'abord, avant d'aborder le sujet, à une réflexion personnelle. Et qui sommes-nous? Que cherchons-nous? Quel est notre origine? Le but de l'homme, quoi. Il y a un petit peu de ça dans l'alchimie, avant de passer aux opérations de laboratoire. Bon, alors après, il y a des procédés soit intellectuels, soit manuels. Ouais. Nous allons y revenir évidemment longuement durant cette interview. Donc vous serez mon invité dans les aventuriers de l'étrange pour cette première heure. Pour la seconde heure, nous aurons des nouvelles de Stéphane Alix, qui est le président et cofondateur de l'INRES, l'Institut National de Recherche sur les expériences extraordinaires, avec des nouvelles concernant la mise en ligne d'interviews de scientifiques américains notamment, qu'il est allé rencontrer en janvier aux États-Unis. Vous restez avec nous, Georges Marty, une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que pour une prochaine émission, qui ne saurait tarder la semaine prochaine, pour tout vous dire, eh bien je vous invite à m'appeler au 0826 300 300. Vous qui nous écoutez, si vous avez vécu une expérience de l'ordre du paranormal, 0826 300 300, vous me laissez vos coordonnées ainsi qu'un message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également me contacter par mail à étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. Je vous aurai enfin tout dit ou presque en vous signalant la publication d'un dossier sur les prémonitions et les rêves prémonitoires que j'ai eu le plaisir d'écrire en compagnie de Pierre Massias, qui est publié dans Le Monde des religions, qui est actuellement en kiosque. Je vous invite donc à découvrir ce dossier et à découvrir également un très très beau sujet sur la naissance des dieux. Excellent dossier donc à découvrir dans Le Monde des religions. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Georges Marty, l'auteur d'un livre paru aux éditions Ambre, est mon invité ce soir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Ce livre s'intitule Carnet d'alchimie. Georges Marty, d'abord, faisons un petit peu un parcours historique. L'alchimie est-elle ancienne? Est-ce que on a une idée de quand sont datés les premiers textes ou peut-être les premières sculptures qui font allusion à l'alchimie? L'alchimie est très ancienne. C'est une science qui se perd dans la nuit des temps. Bon, l'officiel veut qu'elle soit née en Égypte, mais apparemment
elle serait bien antérieure à ça, remonterait aux Indes, parce que plus on va vers l'Orient et plus on découvre de nouveaux pays. Ouais. En fait, disons que en ce qui nous concerne, on s'est arrêté à l'Égypte ancienne, bien sûr. Ouais. Et bien sûr, les manuscrits qui sont à notre possession ne remontent pas à cette époque. Ce sont plutôt des livres arabes, espagnols, puisque l'alchimie a suivi cette filière, comme je l'explique dans mon livre, très brièvement, parce que j'ai pas voulu retracer l'histoire de l'alchimie. D'autres l'ont fait. Il était inutile de revenir là-dessus. C'est vrai que on peut toutefois en citer quelques-uns, les plus connus, quoi. Bien sûr. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait Albert le Grand, Arnaud de Villeneuve, en Angleterre, Roger Bacon, dont tout le monde a entendu parler, et bien sûr en France, l'incontournable Nicolas Flamel, bien sûr, alors, sur lequel courent les rumeurs les plus fantaisistes et les plus contradictoires au sujet de sa richesse. Chacun y va de sa petite histoire, mais personne ne sait qui réellement il était. Ouais. Il faut quand même bien admettre, Georges Marty, que en ce qui concerne l'alchimie, il y a une espèce on a l'impression que avant de réussir à pouvoir prendre pied sur la terre ferme de l'alchimie, il y a tout un brouillard à traverser, volontairement opaque, extrêmement dense, qu'il est très difficile de traverser, et pour la plupart d'entre nous, ça reste encore quelque chose de très éloigné. Certains même se demandent si c'est une réalité. C'est voulu, je crois. Hein. C'est voulu, parce qu'en fait, moi-même, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'alchimie, je n'avais nullement l'intention d'écrire un livre sur ce sujet. Je voulais simplement savoir ce que c'était, science ou fumisterie. Et l'idée m'en est venue en lisant un livre dont vous avez certainement mémoire, Le matin des magiciens de Louis Powell et Jacques Bergier. Bien sûr. Qui est paru dans les années 60, je crois. Bon, ce livre contient tout un chapitre qui est consacré à l'alchimie. C'est comme ça que j'ai fait un petit peu connaissance avec l'alchimie. Bon, j'ai donc voulu, ça m'a un petit peu tracassé, j'ai voulu en savoir davantage, et pour cela, il m'a fallu ouvrir de vrais traités d'alchimie. Et c'est là que je me suis heurté justement à cette sorte de brouillard dont vous parlez. Je n'y comprenais rien. Il m'a fallu des années pour finalement commencer à me faire une idée. Et puis, comme j'ai une formation de chimiste, j'ai voulu vérifier sur la matière, en prenant des risques, bien sûr. Et voilà, bon, ben, le but, en fait, de l'alchimie, c'est d'obtenir la pierre philosophale. Cette pierre philosophale serait une sorte de coquille saline qui renferme une partie de l'esprit universel. Bon, bien sûr, en disant cela, vous pensez au phlogistique, mais c'est pas du tout ça. Vous pensez au phlogistique inventé par Stahl. Ah, je ne sais pas du tout ce dont il s'agit. Ah, non. Ce phlogistique serait une espèce de fluide vital que contient tous les matériaux, quoi, et qui s'échapperait quand on le chauffe. Bon, cette théorie a été détruite par Lavoisier et tous ses successeurs, bien sûr. Oui, mais pour en revenir à ce brouillard volontaire qui entoure l'alchimie, pourquoi? Parce que l'alchimie, en fait, ne s'adresse qu'à des personnes qui ont déjà. J'en ai déjà parlé avec la fille de Monsieur Cancelier. Elle m'a dit, en fait, les grands maîtres ne s'adressent qu'à ceux qui sont déjà initiés. Donc, en fin de compte, il faudrait presque rencontrer un maître en alchimie qui vous initie à cette science, quoi. Et trouver un maître en alchimie, c'est pas évident, hein, c'est pas très facile. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui prétendent la maîtriser, alors qu'en fait, quand on lit leurs livres, on s'aperçoit qu'ils n'en savent pas plus que nous, et ils dissimulent leur ignorance sous des choses encore plus obscures que le langage alchimique lui-même, qui est déjà pas mal. Lui-même, oui.
Ouais. Mais la question de fond reste quand même pourquoi cette difficulté à accéder au savoir? Je ne pourrais pas trop vous répondre là-dessus. C'est parce que ceux qui détiennent, soi-disant, le secret ne veulent pas le divulguer. Donc, dans leurs livres, ils ne s'adressent qu'à ceux qui savent déjà. Donc, en quelque sorte, c'est un circuit fermé, quoi. Les véritables livres d'alchimie ne s'adressent qu'à ceux qui la connaissent. Ouais. Est-ce que... Ils ne veulent pas que les curieux... C'est un peu une sorte de franc-maçonnerie, quoi. On détient un secret et on ne veut pas que les gens de l'extérieur le pénètrent. Bon, alors en écrivant un livre, il faut être extrêmement prudent. Et pour le décoder, il faut avoir la clé. Si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas le lire. Ouais. C'est pour ça que j'ai écrit un peu ce livre. Je m'adresse tout d'abord au grand public, à monsieur tout le monde, aux curieux qui se demandent, qui se posent les mêmes questions là que vous venez de me poser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ce mot alchimie? Pourquoi est-ce aussi obscur, Ouais. Bon, et qui après la lecture refermera sans doute le livre et n'y pensera plus. Mais ensuite, je m'adresse surtout au véritable amateur, à l'apprenti, qui lui recherche des tuyaux, un fil conducteur. Comme je l'ai précisé, mon livre, c'est pas un cours magistral. C'est un fil conducteur où je donne des astuces pour essayer de comprendre ce qu'ont écrit tous ces grands maîtres. Lire un traité d'alchimie sans préparation, c'est se heurter à un mur infranchissable. Tout à fait. J'ai essayé pour ma part en me documentant. C'est vrai que... J'ai connu aussi ce désarroi et j'avoue que il faut vraiment avoir une volonté opiniâtre pour continuer, quoi. Alors, une question... C'est peut-être ça aussi le but. On élimine tous les curieux. Ouais. Et on ne garde que ceux qui ont décidé de continuer. Oui, qui ont une réelle foi ou une motivation pour y arriver. Et petit à petit, il y a quelques lumières qui s'allument par-ci, par-là, et on continue. Vous-même, cela fait combien de temps que vous vous intéressez de manière, je dirais, constante ou sérieuse à l'alchimie? J'ai pas fait ça de façon régulière, parce que d'abord j'étais pris par mes occupations professionnelles. J'imagine bien. Mais j'avais des périodes très intenses à lesquelles je lisais, je relisais tous les ouvrages de Fulcanelli, de Cancellier. Et petit à petit, j'ai réussi à me frayer un chemin, mais ça m'a pris des dizaines d'années. Oui, voilà, ça se compte en dizaines d'années en fait. Oui, ça se compte en dizaines d'années, oui. Des fois... Pour les gens très persévérants, une vie entière. Il suffit pas. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ça, on se pose la question, est-ce que ça en vaut le coup? Oui, parce que chacun y trouve sa part. C'est enrichissant d'une façon ou d'une autre. Ça vous oblige à faire des recherches constantes, à réfléchir, à vous poser des questions, à essayer d'y répondre. Et puis bon, c'est un long cheminement solitaire, un chemin initiatique. Ouais. Chacun y trouve sa part. Alors, question justement qui peut paraître tout à fait banale et d'une simplicité déconcertante, mais j'imagine que la réponse est inversement proportionnelle à la simplicité de la question. L'alchimie sert à quoi en fait? Ça peut mener à quoi? L'alchimie, son but, à mon avis, c'est l'obtention de la pierre philosophale. Bon, alors, cette pierre philosophale, qu'est-ce que c'est? Bon, alors, suivant son degré de perfection, c'était la médecine universelle ou élixir de longue vie. Donc on pouvait prolonger sa vie en absorbant cet élixir. Oui. Et d'autre part, matériellement, une poudre de projection qui sert à transmuter les métaux vils en métaux nobles. Voilà ce que c'est. Si on s'arrête, si on peut en donner une définition, parce que donner une définition de l'alchimie, son but, c'est ça. Ça, c'est le côté opératif, si j'ose dire. C'est le côté opératif. Je ne me suis intéressé qu'à ça, parce que le côté spirituel, tel qu'on le décrit actuellement dans de nombreux ouvrages, ça ne m'intéresse pas trop. Ce chemin spirituel, c'est à vous de le découvrir tout seul. Vous ne pouvez pas le découvrir dans des livres. Ouais. Donc c'est en cherchant cette pierre philosophale que vous tracez votre chemin initiatique.
c'est donc une volonté personnelle. Ouais. Georges Marty, une première pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir avec vous ce qu'est l'alchimie en laboratoire. On va découvrir donc les différentes phases, ce qu'il faut faire, comment il faut faire, et puis ce que l'on peut attendre comme résultat. Et on parlera également des risques, parce que ça n'est pas sans risque. Et attention, ça n'est pas à la portée de tout le monde. Vous avez une formation de chimiste qui vous permet d'avoir comme ça un regard assez de spécialiste sur les dangers. Donc vous savez ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. On en parlera dans quelques instants. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Georges Marty est mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio pour son livre Carnet d'alchimie aux éditions Ambre. Georges Marty, vous avez votre propre laboratoire? Je l'avais, oui. Mm-hmm. Et j'en ai toujours un, mais je ne l'utilise plus guère. Ouais. Un laboratoire pour celui ou celle qui veut se lancer dans la découverte de l'alchimie est absolument indispensable. C'est indispensable, oui. Il faut en creuser, des cornues. Comme je l'explique dans mon livre, il suffit pas de la panoplie que l'on achète dans les grandes surfaces. Il faut de réels instruments de chimie, quoi. Ouais. Il faut en creuser un vrai. Des bouteilles de gaz qui ont remplacé le charbon. Et puis, il faut savoir manipuler. Est-ce que il faut avoir, pour commencer, avant de commencer quoi que ce soit, il faut d'abord lire, relire, essayer de comprendre ce qu'il faut, c'est-à-dire pas commencer par installer un laboratoire et acheter ensuite des bouquins. Il faut d'abord commencer par les livres. Il faut commencer par les livres, la théorie. Puis petit à petit, lorsqu'on s'est fait une idée des matériaux à utiliser, il faut se les procurer dans la nature toujours. Ouais. Donc c'est pas évident en ce moment pour trouver de la stibine, c'est pas facile. De là? La stibine, c'est-à-dire le minerai d'antimoine. Oui. Et ça c'est la matière de base sur laquelle l'alchimiste travaille. Il semblerait, oui, parce que là nous parlons de laboratoire, c'est-à-dire des matériaux utilisés par l'alchimiste pour parvenir à cette pierre philosophale. Ouais. Donc il faut se procurer, il faut avoir un creuset, un vrai. On peut le fabriquer en béton armé ou l'acheter simplement dans un magasin de produits chimiques. Bon, c'est des dépenses assez conséquentes, j'imagine. Ouais. Bon, il faut avoir un lieu aussi. On peut pas faire ça si on habite dans un appartement. Alors, justement, commençons par le lieu. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, comme lieu et sécurité autour de ce lieu pour avoir un laboratoire, on va dire, digne de ce nom, sans qu'il ne mette en danger l'entourage? On peut très bien faire ça dans son garage. C'est ce que j'ai fait, moi. J'avais transformé une partie de mon garage en laboratoire. Laboratoire, c'est un bien grand mot. Oui. Il ne faut pas s'imaginer le laboratoire tel qu'ils sont aujourd'hui. Bon, il faut un creuset pour travailler le fer et l'antimoine. Et puis quelques flacons, disons, installés en une sorte d'alambic pour distiller la rosée et puis les sels. Donc ça, c'est un laboratoire assez simple, assez schématique. Oui. Vous imaginez très bien qu'au Moyen-Âge ou même après, à la Renaissance, les laboratoires chimiques ne devaient pas être très compliqués. Est-ce qu'il faut, par exemple, je suis néophyte, donc je pose des questions de néophyte, est-ce qu'il faut une excellente aération parce qu'il peut y avoir des fois des gaz ou des effluves comme ça qui peuvent être nocifs? Il y a des vapeurs qui sont pas bonnes à respirer, des émanations, surtout lorsqu'on travaille le minerai, il y a des gaz sulfureux qui se dégagent et qui sont pas très bons pour les voies respiratoires, les yeux. Et puis si on n'y prend pas garde, il faut aussi un pyromètre, c'est-à-dire un thermomètre, pour surveiller les températures, parce que lorsqu'on dépasse la température de fusion de l'antimoine, il s'enflamme.
Donc il faut être très prudent. C'est pour ça que je précise bien que celui qui n'a aucune notion de chimie doit s'abstenir, quoi. À votre avis, oui, carrément. Oui. Il vaut mieux qu'il prenne conseil auprès de gens qui savent manipuler la matière. Sinon, il s'expose à de réels dangers. C'est-à-dire de réels dangers d'explosion, de feu, oui, d'inflammation. Vous savez, lorsqu'une matière explose, ça jaillit parfois dans tout. Ça m'est arrivé, moi, une fois. Moi, j'avais pris la précaution de me protéger. Oui. Et la quantité que j'avais utilisée était assez moindre. Mais c'est arrivé. Le mélange a pris feu. Il y a eu des explosions. Ah oui. Moi, j'ai su les maîtriser parce que je savais ce qu'il fallait faire. Mais en fait, c'est pour ça que j'insiste, celui qui n'a aucune connaissance réelle de chimie doit s'abstenir ou demander conseil à des chimistes. Alors, en termes d'investissement financier, parce que ça coûte également de l'argent. C'est assez lourd, oui, c'est assez lourd. Il faut compter un budget de combien à peu près, suivant votre propre expérience? Actuellement, il faut compter un budget d'au moins 1000 ou 1500 euros. Ah oui, quand même. Ah oui. Si vous voulez un véritable creuset, et puis des fioles, et puis il y a tout ce qui est tout l'à côté aussi. On a besoin d'ingrédients, on a besoin de matériel, hein, on a besoin on en casse beaucoup, donc c'est assez onéreux. Alors, les livres, à votre avis, après on parlera des différentes phases de l'alchimie, comment est-ce que ça se prépare selon votre propre expérience, ce que vous avez réalisé comme expérience. Quels sont les livres en plus du vôtre qui vous semblent absolument essentiels pour pouvoir commencer à entrer sur le chemin de l'alchimie? Bon, alors tout d'abord je dirais aux néophytes qu'il évite de lire les traités anciens. Ils sont totalement incompréhensibles. Et s'il n'a pas été initié à cette lecture, il sera vite rebuté, disons. Parce que tout est sous forme d'allégorie. Donc il faut éviter dans un premier temps la lecture. À mon avis, l'auteur contemporain le plus approprié, c'est Eugène Cancelier. Son livre, L'alchimie expliquée sur ces textes classiques, est le plus clair. Il suit un cheminement assez régulier. C'est pas pour ça que ça y est, on sait ce qu'est l'alchimie. Bien sûr. Mais à mon avis, c'est l'ABC, quoi. Ouais. C'est l'ABC, c'est la Bible des futurs alchimistes. Et puis après, bien sûr, il y a Fulcanelli. Mais Fulcanelli aborde le sujet sous des termes plus allégoriques, il ne va jamais jusqu'au bout de sa démonstration. Quand il estime qu'il est obligé de révéler certaines choses, il s'arrête. Ouais. Mais il ne ment pas, comme certains mentent et vous envoient sur des fausses pistes. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas aborder les livres anciens. Ouais. Il n'y a que mensonges et fausses pistes, quoi. Exprès. Exprès. Dans ces fausses pistes, il y a la bonne, mais c'est à vous de la découvrir. Oui, effectivement. Pas simple tout ça. C'est-à-dire que les maîtres alchimistes, j'imagine, ne tiennent pas à ce que des choses comme l'élixir de longue vie ou la pierre philosophale ne tombent entre de mauvaises mains, finalement. Voilà, c'est ça, un petit peu ça, oui. Ouais. Georges Marty, quelles sont les différentes phases, grosso modo, après on va les détailler, de l'œuvre alchimique? Bon, lorsqu'on a débroussaillé un petit peu le terrain à l'aide de la littérature, ce que j'ai fait un petit peu dans mon livre, bon, il faut en venir au laboratoire. Ouais. Donc il faut savoir quel est le minerai à utiliser pour essayer de commencer à travailler sur une base, sur cette base-là. De cette matière, afin d'en extraire l'esprit qui s'y trouverait caché, puis de coaguler cet esprit. C'est le fameux axiome solve et coagula. Oui, dissoudre et coaguler. Dissoudre et coaguler. Ouais. Ouais. Bon, alors ces matériaux, apparemment, si on suit à peu près tous les livres d'alchimie, ce serait de l'antimoine.
Pourquoi de l'antimoine? Je sais, parce que c'est à la limite, disons, des métaux et au début, il y a encore très, très longtemps, c'était pas un métal. Mmh. Vous en souvenez? Non, absolument pas. Je ne sais pas ce que c'est que l'antimoine. J'allais vous poser la question d'ailleurs. L'antimoine, c'est un métal qu'on extrait de la stibine, quoi. La stibine, c'est du trisulfure d'antimoine. Donc c'est un minéral impur qui contient beaucoup de soufre, de la gangue, de la silice. Il faut la purifier pour en extraire l'antimoine, le métal, quoi. Mmh. Qui se trouve à l'état naturel? Je veux dire, on peut en trouver partout? Non, justement. En ce moment, les mines en France sont pratiquement épuisées. On en trouve encore un peu dans l'Ouest et en Corse. Mmh. Je pense qu'il y a une mine qui vient de s'ouvrir en Corse, dans le nord de la Corse. Ouais. Et par exemple, on peut l'acheter aussi. Voilà, justement. Chez un marchand de produits chimiques, ils vendent des minerais, quoi. Mmh. Mais il faut en acheter 4 ou 5 kilos au moins. Ouais. Moi, je ne sais pas quel est le cours actuel. C'est pour ça, tout à l'heure, vous me disiez, faut prévoir des dépenses. Oui, il faut prévoir des dépenses. Et puis, si ce n'est pas certain que vous allez réussir dès la première tentative, donc il faut en prévoir plusieurs. Mmh. Donc, plusieurs kilos et donc des frais qui s'ajoutent. Mmh. Alors, une fois que l'on a acheté, vous appelez ça comment? La stibine, hein? La stibine. La stibine. D'accord. C'est de la stibine, oui. Ouais. Alors, une fois qu'on l'a acheté, il faut la purifier. Il faut préparer cette matière, donc. Il faut la purifier, c'est dans un creuset, quoi. Mmh. Donc, il faut la dissoudre. Il faut essayer de pas dépasser la température de fusion, qui est de 630, sinon il s'enflamme, hein. Ouais. Bon, alors, c'est là qu'il faut prendre des précautions. Surveiller la température en triturant la matière. Mmh. Faire attention aux vapeurs qui s'exhalent, hein, qui sont nocives, hein, contiennent beaucoup de soufre et d'autres gaz qui sont plus ou moins toxiques. Mmh. Et puis se protéger, les yeux, mettre un masque, des gants. Ouais. Et il faut être très prudent. Bon, lorsque cette stibine est purifiée, il faut la purifier plusieurs fois. La faire fondre donc dans le creuset. La réduire en poudre, puis là, c'est un travail extrêmement fastidieux. Ouais. Qui demande du temps et puis de la patience. Mmh. Et de la prudence. Oui. Il faut la purifier plusieurs fois. Et lorsque la purification est parfaite, c'est au moment où la masse se refroidit, on aperçoit une espèce d'étoile qui se forme sur le compost. C'est cette fameuse étoile. Et bon, tout le monde le sait, tous les chimistes savent ça, mais le profane l'ignore. Mmh. C'est une sorte, cette formation. C'est une figure étoilée qui se forme avec un centre, avec des linéaments, qui se forment tout autour, quoi. Ouais. C'est le signe canonique que votre matière est prête à lui faire subir les opérations suivantes. Alors, en ce qui concerne cet antimoine donc que l'on retrouve au fond du creuset, sous forme d'étoile, vous avez, pour avoir une idée du rapport, par rapport à la matière première que vous avez travaillée, jusqu'à cette matière donc qui va servir à faire les premières expérimentations d'alchimie, pour 1 kilo de stibine, vous avez combien d'antimoine pur que vous pouvez ça dépend de l'origine de cette stibine. J'imagine. Ouais. Disons que pour 2 kilos d'antimoine, il vous reste à peu près 1,5 kg de. Ah oui, quand même. Donc il en reste, une grosse partie quand même. Oui, ça dépend, je dis encore, de son origine. Tout à fait. Donc Maintenant, au tout début, si on ne veut pas pratiquer ces travaux, c'est interdit mais enfin, pour le débutant, c'est mieux d'acheter carrément de l'antimoine pur, quoi. Chez n'importe quel fabricant de produits chimiques. Ouais.
pour faire ses premières expériences, quoi. Très bien. Donc, nous avons l'antimoine pur, alors soit que l'on a purifié soi-même dans un creuset, soit acheté directement chez un marchand de minerais, tout simplement. Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors après, les choses se compliquent. J'imagine. Parce qu'on a omis une phase essentielle, c'est on a besoin des sels. En fait, la trilogie alchimique, c'est mercure, soufre et sel. Exact. Bon, il faut pas prendre, ce n'est pas le mercure métal ni le soufre et les sels, c'est pas le sel de table. Hein. Bon, le mercure, c'est une entité, c'est une matrice, quoi. C'est l'antimoine en fait. Hein. C'est le récepteur de cet esprit universel qui va servir de matrice, quoi. D'utérus, n'ayons pas peur du mot, quoi. Bon, ensuite le soufre, c'est l'embryon métallique qu'on va faire naître dans cet utérus. Et pour ça, on a besoin des sels. Bon, les sels, j'ai consacré tout un chapitre dans mon livre. C'est apparemment l'hydrate de sodium et l'hydrate de potassium. Bien. Alors, Georges Marty. Oui. Georges Marty, une pause, juste quelques instants, et on se retrouve pour justement aborder ce chapitre des sels, parce qu'il en est énormément question, c'est même fondamental dans la réussite de l'œuvre alchimique de la pierre philosophale. Nous sommes dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Nous parlons d'alchimie, et là d'alchimie tout à fait opérative avec Georges Marty qui vient d'y consacrer un livre aux éditions Ambre. Ça s'intitule Carnet d'alchimie. Georges Marty, il y a quelques instants, vous nous avez dit que l'antimoine était donc, selon vous, la matière première avec laquelle l'alchimiste, sur laquelle l'alchimiste va travailler, qui représentait la matrice, n'ayons pas peur des mots, de l'utérus, pour faire un parallèle avec le corps féminin et le corps masculin. Donc, il y a l'antimoine et il y a les sels. Donc, les sels sont quoi? Ce sont des sortes d'acides, de solvants? Non, les sels disons terrestres sont plutôt des fondants. Des fondants. Des fondants, c'est-à-dire des matériaux qui accélèrent le processus de réaction. Il y en a en chimie, il y en a une quantité considérable. Mais ici, il semblerait que ce soit uniquement les alcalis. L'alcali des anciens, c'était justement l'hydrate de sodium et l'hydrate de potassium. Mais ils ne savaient pas faire cette différence et ils confondaient potasse et soude. Pour eux, c'était la même chose. Ils ne savaient pas faire la différence. Il a fallu attendre presque le 19e siècle pour que Davy en fasse la démonstration et extrait les métaux sodium et potassium de ces sels alcalins. Quoi. Et alors, ce sont des produits dangereux à manipuler, j'imagine? Qui sont caustiques, oui, mais dangereux, non. D'accord. Le terme est un peu exagéré. On les trouve dans le commerce. Tout le monde sait ce qu'est la soude. Hein. Tout à fait. Bon, c'est un produit extrêmement corrosif, manié avec précaution. Mais dangereux, non. Il est dangereux pour celui qui le manipule à main nue ou qui cherche vraiment à avoir des ennuis. Mais sinon, ce ne sont pas des produits réputés dangereux. Alors, que fait-on avec ces sels une fois que l'on a obtenu ou acheté de l'antimoine? Bon, alors ces sels, comme je vous l'ai dit précédemment, servent à accélérer la réaction qui doit se produire dans le creuset, mais ils ne servent pas qu'à ça. Alors, tout d'abord, dans les livres d'alchimie, ils ne sont pas nommés précisément, quoi. Ils sont cachés sous toute une sorte de mots les plus étranges et les plus rébarbatifs qu'ils soient, justement pour égarer le profane et lui faire perdre du temps. Alors j'explique justement dans ce chapitre comment il faut lire tous ces mots, quoi, et finalement qui nous renvoient sur soude et potasse. Si vous lisez attentivement ce chapitre-là consacré au sel, vous verrez comment j'ai procédé pour deviner ce que c'était.
Bon, mais ils ne servent pas qu'à accélérer la réaction. Ils serviraient aussi, il faut d'abord les rendre philosophiques par la rosée, c'est-à-dire une longue préparation qui demande plus d'un mois. Alors, ça consiste en quoi, cette préparation, qui est essentielle, hein? Alors, on accélère, qui est essentiel, oui. Il faut ramasser de la rosée à l'équinoxe de printemps, parce qu'elle serait remplie, selon les alchimistes, de l'esprit universel. Ouais. Et donc, elle servirait à rendre philosophique ces fameux fondants, quoi. C'est toute une préparation, c'est tout un parcours extrêmement difficile et long. Hein. Alors, pour récupérer de la rosée, donc à l'équinoxe de printemps, hein? Oui. Comment procéder pour récupérer de la rosée? Ça peut paraître un petit peu néophyte comme question, mais... C'est très facile. Il suffit de se lever avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Et puis avec des tissus en coton, on éponge la pelouse ou l'herbe. Ouais, il faut éviter, bien sûr, d'aller dans des endroits où ont été propagés des produits chimiques, hein, des désherbants. Évidemment. Tout ça. Il faut donc aller dans la nature ou sur sa pelouse si on sait que on n'a pas déversé des désherbants. Et puis la ramasser très tôt le matin. Ouais. Et puis la mettre tout de suite dans l'obscurité. Et il en faut beaucoup? Oh, il en faut 3-4 litres, oui, au moins. Oui. Donc on peut faire ça plusieurs jours, mais plusieurs fois, quoi. Si on est au printemps et proche de l'équinoxe du fin mars, quoi. Oui. Donc il y a déjà la récolte de la rosée, 3-4 litres, faut quand même faut travailler, quoi. Enfin, je veux dire, ça vient pas tout seul. Il faut travailler, puis vite, parce que dès que le soleil se lève, il faut arrêter. Oui. D'accord. Ça ne fait que vous rapporter les propos des alchimistes. Tout à fait, oui. Donc, on a ces 3-4 litres de rosée. Il faut la filtrer soigneusement. Ah, oui, d'accord. Il faut la filtrer parce qu'elle contient des brindilles, des petits brins d'herbe. Donc, il faut la filtrer avec des filtres en papier. C'est très bien. Oui. Il faut qu'ils soient de bonne qualité, sinon ces filtres se décollent, vous savez. Donc, il faut acheter des filtres de très bonne qualité. On peut se les procurer également chez les marchands de produits chimiques, hein. Ou tout simplement dans les grandes surfaces. Hein. Des filtres à café. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais vous proposer comme solution, et ça marche tout aussi bien finalement. Ça marche, oui. Ouais. Et alors, cette eau, il faut la garder dans le noir, dans l'obscurité la plus totale. Il faut la garder dans le noir le plus total, oui. Ouais. Alors après, il faut la distiller. Alors, Cancelier nous explique comment il faut faire. Il faut en distiller les 4/5. Oui. Bon, dans les 4/5 qu'on a distillés, on y dissout les fondants, donc sous des potasses. Donc on les dissout dans cette eau. Donc, 4/5. D'accord. Ok. Et le 5e restant contiendrait quelque chose que je n'ai pas réussi à identifier, c'est-à-dire une partie qui est la partie la plus précieuse de la rosée, et là qu'il faut, elle, exposer au soleil pour l'enrichir. Mais c'est sans garantie, parce que je suis arrivé, disons, à quelque chose dont je n'ai pas trop parlé dans mon livre, parce que je n'en suis pas certain. J'ai répété plusieurs fois l'opération, je n'ai jamais eu le même résultat, donc ça demande extrêmement de précaution et beaucoup de travail. Ouais. Bon, pour en terminer avec, on dissout les fondants, les sels terrestres dans les 4/5 et on les met en quarantaine. On les met en quarantaine dans l'obscurité la plus totale et à une chaleur d'environ 30-40 degrés. Ah oui, quand même. Ah oui. Et donc il faut prévoir un petit réchaud à gaz pour les chauffer continuellement. Donc des nouvelles dépenses qui s'annoncent. Oui. Et alors, il faut mettre la flamme sous la bonbonne qui contient. Non, justement non. Moi, j'ai procédé d'une façon un peu personnelle. J'ai pris un bac d'eau et j'ai immergé mes fioles, bien luttées, bien sûr, dans cette eau, et je chauffais l'eau. En fait, une sorte de bain-marie, quoi. Une sorte de bain-marie, oui. Bon, dans le Mutus Liber, le livre qui a paru au XVIIIe ou au XVIIe siècle, tout ça,
Le procédé n'est pas tout à fait le même. On y voit une flamme centrale qui répand sa chaleur à l'aide de tuyaux et d'entonnoirs, mais c'est assez compliqué. J'ai pas voulu adopter ce procédé parce que c'était vraiment trop compliqué. Et alors là, j'ai carrément mis mes fioles au bain-marie. Oui, ce qui me semble tout à fait, possible. Moi, tous les soirs, je surveillais la température, que ça ne dépasse pas 40 degrés, et que ça ne descende pas au-dessous de 30. Et puis, bien sûr, il faut mettre tout ça dans l'obscurité la plus complète. Alors, j'avais barbouillé mes fioles avec de la peinture noire, et j'avais placé tout ce système dans un caisson en amiante. Bon, l'amiante est interdite, mais moi, étant chimiste, je peux m'en procurer facilement. Et il faut les laisser comme ça entre 30 et 40 degrés 40 jours et 40 nuits. Ah oui, 40 jours, 40 nuits. Oui. Ouais. Et si vous regardez les pages du Mutus Liber, les figures, vous verrez le chiffre 40 qui apparaît sur le fourneau en bas. Ça veut dire que c'est la quarantaine, quoi. Il dure 40 jours. Oui, la quarantaine, tout à fait. Oui. Et alors donc, parce que c'est extrêmement long, plus d'1 mois. C'est extrêmement long, oui. Et il faut faire de même avec l'antimoine. Lorsque vous l'avez totalement purifié, que vous l'avez réduit en poudre impalpable, et que vous pensez qu'il est pur 99,9%, il faut également le mettre en quarantaine à la même température. C'est-à-dire au bain-marie entre 30 et 40 degrés. Au bain-marie, ou alors on peut mettre carrément la flamme dessous, là, puisque c'est un minéral et il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque particulier, quoi. Et également. C'est la fermentation, c'est la putréfaction, c'est tout ça. Et alors, qu'est-ce que vous obtenez au bout de cette quarantaine, du côté du minerai et du côté du minerai, vous obtenez un produit très noir, assez pulvérisé. Moi, j'ai obtenu un produit gris foncé qui contenait des petites parcelles. On aurait dit une espèce de, c'est pas le mot exact, de mica, vous voyez, comme des étincelles dedans. J'en ai conservé d'ailleurs 1 kilo que je surveille de temps en temps. Je ne fais plus d'expérience dessus, mais j'ai conservé. Je continue quelques expériences sur la rosée, mais j'arrive à des résultats. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est jamais les mêmes. Donc, ça doit dépendre des conditions extérieures aussi, comme le précise Cancelier. C'est très compliqué, c'est très prenant comme travail. Il faut avoir du temps. Et de la patience. Et de la patience et y croire surtout. Oui, tout à fait. Et alors, du côté de cette rosée dans laquelle vous avez dissous de la potasse et de la soude, au bout de la quarantaine, qu'est-ce que vous obtenez? Il faut la redistiller. Donc pour récupérer les fondants qui étaient dissous. Donc une fois qu'ils sont dissous, on ne les voit plus. Bien sûr, ils sont dilués. Mais quand vous redistillez, ils réapparaissent. Et si l'opération est bien faite et réussie, il prendrait la couleur verte. C'est le signe canonique de la réussite. Et ce sont des paillettes, ça se présente sous quelle forme? Sous forme de cristaux. Qui ont, si on en surveille, on peut faire des expériences avec. Moi, j'ai fait l'expérience, j'ai pris une fiole que j'ai mis au grand jour, puis je l'ai fait s'évaporer doucement. J'ai vu la formation de ces cristaux qui ne ressemblaient plus à ceux que j'avais dissous et qui prenaient une orientation assez particulière et s'agglutinaient et ils prenaient la forme de cristaux qui s'orientaient. Bon là, vous allez dire, ça y est, on est tombé dans le magique, mais non, pas du tout. Ça s'orientait vers l'est. C'était curieux. J'ai essayé de le refaire après, je ne suis plus parvenu. Et ils sont de couleur verte? Ils sont de couleur légèrement verte, oui. Fluorescente un peu, oui. Et quand si vous exposez ces cristaux au soleil, ils disparaissent. Ah, ils se dissoudent à nouveau? Ils se dissouent, ils disparaissent. Et puis c'est fini, vous ne les trouvez plus.
Oui. Et tout est à recommencer, évidemment. Tout est à recommencer. Erreur à ne pas faire, j'imagine. Erreur à ne pas faire, oui. Oui, tout à fait. Georges Marty, une pause à nouveau, et ensuite on va passer à l'étape suivante. Vous allez nous dire en quoi est-ce que cela consiste, cette étape suivante, où on commence peut-être réellement à voir peut-être apparaître d'autres résultats tout aussi fascinants que ceux que vous venez de nous citer. Nous sommes dans les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous suivons pas à pas les travaux, les expériences de Georges Marty, qui est mon invité. Ce soir, nous parlons d'alchimie. Le titre de son ouvrage, c'est Carnet d'alchimie aux éditions Ambre. Georges Marty, on vous suit comme ça, comme si nous étions derrière vous, avec vous, à côté de vous. Évidemment, on a raccourci le temps parce que vous, toutes ces expériences que vous nous racontez ont pris des dizaines d'années. Vous avez obtenu les cristaux verts d'un côté, donc les sels, comme disent les alchimistes. Vous avez également le 1/5 de cette rosée que vous avez conservée, et vous avez cet antimoine qui a été chauffé, mis en quarantaine, entre 30 et 40 degrés pendant 40 jours et 40 nuits, qui se présente sous une forme de poudre comme ça, grisâtre. Bien. Quelle est l'étape suivante? Est-ce que maintenant vous allez mélanger le tout? Enfin, là j'emploie un terme impropre, hein, sûrement. Non, voilà, nous avons, disons, les ingrédients de notre future soupe. Ouais. L'antimoine pulvérisé, parfaitement purifié, réduit en poudre fine et qui a subi la quarantaine. Ouais. Et ensuite les sels, c'est-à-dire les sels que nous avons enrichis à l'aide de la rosée. Ouais. Et qui se présentent sous une forme prismatique, cristallisée. Bon, qu'il va falloir réduire en poudre. Ouais. Et il nous manque un troisième sujet, le fer. Le fer. Le fer. Réduit en limaille, lui aussi. Alors c'est la troisième étape. Bon, les deux premières sont déjà assez fastidieuses, hein, nous en avons oui, c'est pas mal. Bon, tout ce dont nous avons parlé, c'est bien sûr beaucoup plus détaillé dans mon livre. Bien sûr, bien entendu. Là, il y a le pas à pas, bien sûr. Oui. Avec tous les détails et toutes les précautions qui sont nécessaires pour le néophyte. Et ensuite, la troisième étape, c'est la confection du soufre. Alors, qu'est-ce que c'est le soufre? Ce n'est pas, bien sûr, le soufre minéral qui se trouve dans la nature. Encore une fois, c'est une analogie, quoi. Le soufre, ce serait l'embryon métallique qui va servir à confectionner l'œuf philosophal, qui lui, après une ultime coction, nous livrera la pierre philosophale et fera de nous un adepte. Ouais. L'adepte, c'est le nom que l'on donne à celui qui a réussi son œuvre, son grand œuvre. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, ce mot n'a plus tout à fait le même sens. Hein. L'adepte, en latin, adeptus, c'est celui qui a réussi, qui a obtenu, quoi. Bon, alors, il nous faut du fer, mais ce fer, il faut le réduire en limaille. Et c'est plutôt de l'acier qu'il faut, parce que l'acier est magnétique, hein, et il est question d'aimantation. C'est-à-dire, il faut aimanter, capter cet esprit universel qui se manifesterait les soirs de pleine lune. Nous n'avons pas parlé de tous les à côté. Hein. Bien sûr, tout est détaillé dans votre livre, mais là c'est. On trouvera tout ça dans le livre. Les périodes de l'année, le rythme de la nature ont une grande importance, hein, j'imagine. Une grande importance, oui. Le printemps, c'est la saison la mieux adaptée. Ouais. Parce que c'est celle où se manifesterait le plus cet esprit universel. D'ailleurs, on en a un exemple flagrant dans la végétation. Hein. Tout à fait, bien sûr. Il faut pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Il faut pas faire n'importe quoi, ni n'importe quand. D'ailleurs, les anciens en parlaient longuement, hein, alors que les nouveaux n'y font plus guère allusion. Ouais. Donc nous avons notre antimoine parfaitement purifié, que l'on a réduit en poudre impalpable et qui a subi la quarantaine. Nous avons aussi les sels. Oui. Grâce auquel nous allons essayer d'obtenir ce fameux vitriol philosophique, qui est justement le sel subtil que l'on essaye de dérober au ciel, et qui se mélange à la rosée et qui va s'introduire dans les deux sels terrestres. Ouais.
par l'intermédiaire de la quarantaine infligée à la rosée et au sel. Mmh. Bon, il nous manque le fer. Alors le fer, il faut le réduire en limaille, Oui. avec une bonne lime. Oui. Hardi petit, oui. On peut se le procurer aussi dans le commerce. Hein. Mmh. Bon, au début, il vaut mieux faire comme ça. Si on veut se livrer à quelques expériences, acheter directement les produits préparés. Oui. Mais après, si on veut vraiment suivre les conseils des alchimistes, il faut tout préparer soi-même. Oui, tout faire. Le processus est important. Et vous imaginez, ça demande des années. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que la saison propice à ces travaux, c'est le printemps, et le printemps... c'est qu'une fois par an. C'est qu'une fois par an, et souvent il est pluvieux, et donc les conditions extérieures ne sont pas bonnes. Ouais. C'est le travail de toute une vie, quoi. Tout à fait. Oui, j'en ai vraiment l'impression. Et alors, que fait-on avec cette limaille? Alors, une fois que cette limaille est purifiée, on la met dans un creuset, et on monte la température à environ 500 degrés. Il ne faut pas aller au-delà, parce que l'antimoine, au-dessus de cette température, il s'enflamme. Bon, bien sûr, le fer ne fond pas à cette température, et il rougit, hein. Oui. Et il se transforme en une sorte de fonte spongieuse qu'il faut triturer sans arrêt avec un pilon, parce que le fer réduit en poudre, maintenu à cette température, il se soude à lui-même et ça redevient un bloc. Donc le pilon est nécessaire. Et c'est dangereux. C'est là, encore une fois, c'est extrêmement dangereux, car on risque de se brûler. Il y a des projections d'étincelles. C'est pour ça que l'apprenti doit se montrer extrêmement prudent, ne pas faire n'importe quoi au début, ou alors qu'il le fasse sur de très petites quantités, quoi, pour apprendre à manipuler, et qu'il n'hésite pas à demander conseil à des chimistes, hein, qui lui diront ce qu'il faut faire et ne faut pas faire. Ouais. Bon, lorsque cette limaille est bien rouge et a atteint la température désirée, on y verserait l'antimoine avec une cuillerée en fer en poudre par petites quantités, quoi, jusqu'à ce qu'il fonde. Bon, le fer ne fond pas, lui, hein, puisque sa température de fusion, c'est 1500 degrés. Ouais. Mais l'antimoine, dès qu'il atteint cette couche de fer portée au rouge, se dissout, surtout si on l'introduit par petites quantités, et il se répand en une espèce de nappe liquide, et qui noie. Il y a une partie qui se mélange au fer. Ouais. Et c'est là que les choses deviennent extrêmement compliquées, parce que disons et dessus, bien sûr, on verse les fondants. Oui. Il y a 3 couches. Le fer, auquel aussi, j'ai oublié, auquel aussi on a fait absorber une quantité de sel, donc le mélange des potasse et soude qui ont été canonisés par la rosée. Ensuite, on verse l'antimoine. Et au-dessus de ces 2 couches, on verse le restant des fondants. Oui. Bon, qui ne fondent pas puisqu'ils sont infusibles. Hein. Et c'est alors que se manifesterait cette fameuse solve coagula, l'esprit du fer monterait à travers le bain mercuriel et atteindrait le niveau de sel au-dessus. Et se coagulerait en une espèce d'embryon métallique, quoi, qu'il faut saisir et capturer, quoi. Oui. Car c'est lui qui sera le futur œuf philosophal. Et c'est là que les choses sont extrêmement compliquées. Moi-même, je n'y suis pas parvenu. J'ai cru un jour y être parvenu, mais non. Pour être honnête, je n'y suis pas parvenu. Oui. Et c'est un moment extrêmement décisif, finalement. C'est le moment décisif, et c'est là peut-être que, après toutes les étapes qu'on a franchies, on a peut-être besoin d'un maître qui lui va vous donner les ultimes conseils. Mais si vous n'avez pas franchi toutes ces étapes, le maître ne vous dira rien. Oui. Bon, j'aurais peut-être dû en consulter un, mais ça court pas les rues. Hein. Non, ça j'imagine. Et puis il faut le rencontrer. Tout le monde faut le rencontrer. N'a pas sur sa carte de visite maître en alchimie. Voilà. Et ceux qui l'ont, il faut les fuir. Ceux qui l'ont, il faut les fuir. Exactement. On est d'accord sur ce point-là. Je crois que là, c'est tout à fait ça. Mais alors, dites-moi, ça ressemblerait à quoi cette espèce de ça ferait quoi? Ça fait une sorte de métal qui va se faire, une sorte de matière? Ça serait une sorte de fumerolles, de feu follet,
qui sortirait de la matière et qu'il faut capturer et coaguler, quoi. Solve et coagula, dissout, et dès que l'esprit se manifeste, coagule-le, retiens-le, quoi. Ouais. Mais c'est là la difficulté extrême. Mais pratiquement, ça se voit comment, enfin, ça se montre comment il faut mettre une espèce de recueillir de la fumée. Ça se passe comment? Il faut mettre un cornet. Je sais pas. Je pense qu'il faut ratisser la couche du mercure, parce que si l'on observe attentivement les images d'alchimie, on y aperçoit toujours des pêcheurs soit avec un filet, soit avec un trident. Oui. C'est-à-dire que ce soufre, il faut le capturer, quoi. Il faut le capturer. D'où ces allusions, vous savez, à l'île de Délos, là, que Neptune a fait sortir avec son trident, ou encore à la pêche, la fève des rois, quoi, qu'il faut trouver dans la galette. C'est un peu ça, hein. Ouais. D'où les alchimistes parlent tout le temps de ces allégories. Oui, de la galette des rois, parce qu'il y a la fève qui est cachée dedans, et de tous ces récits mythologiques et qui font allusion à ça, quoi. Et bien sûr, ils se gardent bien de nous dire comment il faut procéder. C'est à vous de le découvrir, soit tout seul, soit avec l'aide d'un maître. Oui. Et cette vapeur, parce que c'est sous forme de vapeur finalement, hein. Il semblerait, oui, une fumerole, D'ailleurs, dans certains traités d'alchimie, on y voit des marais salants, vous savez, ou des genres de feux follets qui se manifestent à sa surface. Je pense que c'est une allusion à ça. Et une fois que cette vapeur est récupérée, qu'est-ce que l'on doit en faire? Ces fumerolles, qu'est-ce que l'on doit en faire? Les coaguler? Là, ça y est, vous êtes arrivé au dernier stade, pratiquement. Ah bon? Alors, après, une fois que cet embryon, lorsqu'il serait isolé, il se recouvrirait de ce sel vert dont nous parlions tout à l'heure, que les alchimistes appellent vitriol philosophique. Ouais. C'est lui le fameux émail. Il servirait de coquille donc à cet embryon métallique. Et puis la coction de cet embryon livrerait la pierre philosophique. Cancelier dit qu'il est parvenu plusieurs fois à ce stade ultime, mais qu'au moment de la cuisson de cet embryon, l'œuf s'est cassé, quoi, et il n'est jamais parvenu à la pierre philosophale. Alors, une fois qu'on a cette matière qui est enrobée d'une coquille verte, c'est ça? Verte, oui. Hein, il faut la faire cuire, c'est ça, dans le creuset à nouveau? Il faut, oui. Alors, il faudrait, je sais pas. Il faudrait la faire cuire pendant une semaine. C'est la semaine des semaines, il faut bien choisir son jour, parce que les influences extérieures sont encore indispensables. Et puis, nuit et jour, on surveillait la cuisson, maintenir la température autour de 500 degrés. Et puis, cette coction serait accompagnée de notes de musique, ce cygne chantant, qui arrivait à son terme, que ce soit en cas d'échec ou de réussite, s'arrêterait d'elle-même, quoi. Ouais. Mais ceux qui parviendront à ce niveau-là n'auront plus besoin de nos conseils. Hein. Oui. Ils auront résolu bien des problèmes en cours de route, j'imagine bien. Et alors, cette pierre philosophale se présenterait sous quelle forme? Ça serait... Voilà, c'est une bonne question. Ce serait donc une espèce de pierre, quoi, recouverte d'une coquille saline. Cette pierre serait rouge. À l'intérieur de la coquille? Oui. Et donc elle transmettrait une espèce de magnétisme, quoi, qui, nous en parlions tout à l'heure, suivant son utilisation, servirait de médecine universelle ou de poudre de projection. C'est-à-dire poudre de projection. Comment fait-on quand on a la pierre philosophale pour transformer le plomb en or, par exemple? Le plomb en or. Il parle plutôt de mercure. Hein. Oui. On parle plutôt de mercure que de plomb. Ça, c'est... Ah oui, d'accord. C'est l'imagination populaire qui a décidé que c'était du plomb. En fait, dans les traités d'alchimie, on parle du mercure métal. Ouais.
bon, qui a un point de fusion assez bas, puisqu'il est déjà liquide à l'état naturel. Alors on ferait chauffer dans une petite coupelle du mercure métal. Alors là, attention, parce que les émanations de gaz et puis le mercure métal est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ouais. Mais il y a pas de souci, personne ne détient la pierre philosophale. On n'en sait rien, justement, c'était la question finale que je voulais vous poser. Donc là, après, on a cette pierre rouge, la pierre philosophale. Alors on en casserait un petit morceau qu'on réduirait en poudre. Ouais. Qu'on disperserait sur le mercure en fusion, quoi. Ouais. Et c'est là que la transmutation aurait lieu. Et le mercure, du moins ce que disent certains alchimistes. Et ce mercure se transformerait en or. En or pur. En or pur. Ouais. Une pause pour la conclusion, Georges Marty, avec la question des questions. Est-ce qu'à votre avis quelqu'un y est arrivé ? Et puis, qu'est-ce que vous en avez retiré, vous, à titre personnel, de ces années passées dans votre laboratoire à étudier, à lire tous ces anciens traités. On va en parler à titre de conclusion dans quelques instants, avant de retrouver les news sur Sud Radio, avec notamment les nouveautés à l'INRES, l'Institut National de Recherche sur les expériences extraordinaires, avec mon invité Stéphane Alix dans quelques minutes. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Georges Marty, mon invité dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, pour son livre Carnet d'alchimie aux éditions Ambre. Alors, Georges Marty, la question des questions, est-ce que, à votre avis, là c'est plus de l'ordre de la conviction personnelle finalement, qu'une réponse réellement d'un scientifique, d'un chimiste que vous êtes, est-ce que quelqu'un y est arrivé à votre avis ? Bon, le chimiste vous dira non, mais l'homme pense que oui, parce que il y a des descriptions extrêmement détaillées qui laissent penser que certains y sont arrivés. De toute façon, j'imagine que celui qui est arrivé n'est pas allé le crier sur les toits. Ouais. Et puis, c'est qu'il est arrivé à un certain degré de sagesse qui fait que... Voilà. C'est au terme de sa vie. Donc, Fulcanelli serait parvenu, selon Eugène Cancelier, ce qui l'a obligé à disparaître de la société. Comment comprendre ça, c'est assez difficile à admettre pour... les esprits cartésiens que nous sommes. Je pense que c'est peut-être possible, parce que tout ce qu'on qualifie d'impossible dans les siècles à venir seront qualifiés de possible. Bien sûr. La transmutation des éléments jusqu'à Becquerel et Pierre-Marie Curie, c'était une hérésie scientifique. Ça ne l'est plus. Donc il faut se méfier de la science. Elle n'en sait pas plus que nous. C'est une jolie phrase, ça, oui. Il faut se méfier de la science, elle n'en sait pas plus que nous. De la science, oui, parce que ce qu'elle dit aujourd'hui, demain elle va le nier et le renier. Ouais. Alors je me méfie un peu. C'est pour ça que je vous dis, le chimiste vous dit non, mais l'homme vous dit peut-être oui, pourquoi pas. Ce qu'on qualifie d'impossible, c'est ce qu'on ne sait pas faire. Ouais. Mais Georges Marty, finalement, vous nous l'avez dit au début de cet entretien, ça vous a pris des dizaines d'années. Qu'est-ce que vous en avez humainement, vous, retiré ? Parce que vous n'êtes plus le même maintenant que quand vous avez commencé, j'imagine. Plus tout à fait, non. J'ai appris à être modeste, parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers tous les livres d'alchimie, notamment avec Fulcanelli et Cancelier, et qui parlent un langage moderne, quoi. Ouais. C'est pour ça que je déconseille aux débutants de commencer par des livres anciens. Il faut lire des auteurs contemporains, et plus particulièrement Cancelier. Je fais pas la promotion de ses livres, il est mort. Oui, tout à fait. Ouais. Et Fulcanelli, personne ne sait qui c'est, mais ce sont des ouvrages très enrichissants, aussi bien sur le plan intellectuel que spirituel, parce que ça vous oblige continuellement à faire des recherches. Et forcément, il en reste quelque chose. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le plan mythologique, des choses qui ne m'intéressaient guère autrefois. Maintenant, je m'y intéresse. Sur l'astronomie aussi, je m'y intéresse énormément. C'est un peu grâce à l'alchimie. C'est pour ça que je critique un petit peu le Big Bang dans mon livre, parce que j'ai appris à être modeste et ça tient pas debout, cette théorie qui veut que
que l'univers soit sorti du néant. Du néant, il ne peut rien sortir. Pasteur l'a prouvé. Mais dites-moi, Georges Marty, vous êtes quand même arrivé pas au bout du chemin, sinon vous auriez passé l'étape suivante. Est-ce que vous avez envie de reprendre éventuellement le chemin de votre laboratoire, ou pour cette vie-ci, ça suffit bien? Je travaille toujours sur la rosée. Rien ne dit à ce qu'un jour je reprenne quelques expériences. Non, j'y pense de temps en temps. Et ma foi, mais j'ai besoin moi aussi d'un coup de main, quoi. Il me manque certains éléments. J'espère que quelqu'un me les fournira. On est toujours apprenti en alchimie, quel que soit le niveau où l'on est arrivé. C'est un appel à l'aide, ou je ne m'y connais pas, ça? C'est un appel à l'aide, oui, pourquoi pas. Oui, tout à fait. Et moi-même, ceux qui voudront débuter en alchimie, qui ont besoin d'un coup de main, ils peuvent s'adresser à moi. Je les aiderai dans la mesure du possible, c'est-à-dire jusqu'au niveau où je suis parvenu, quoi. Mais je le ferai de façon parcimonieuse, parce que il faut aussi qu'il y ait effort personnel, et une véritable envie de le faire. Tous les curieux et les indésirables, automatiquement, je les écarterai. Ouais. C'est facile de les reconnaître. Oui, j'imagine. J'imagine bien. En tout cas, merci beaucoup, Georges Marty, de m'avoir accordé un petit peu de votre temps. C'était extrêmement intéressant. Et puis, je ne sais pas, est-ce que il y a une phrase, bonne chance, bonne route, bonne trouvaille, bonne découverte? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? De reprendre mes travaux, et puis de façon assidue. Eh bien, écoutez, bonne assiduité alors, et bon travail. Merci beaucoup, Georges Marty. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à ceux et celles qui nous écoutent le titre de votre ouvrage, donc Carnet d'alchimie, aux éditions Ambre. Dans quelques secondes, Stéphane Alix sera mon invité pour avoir quelques nouvelles de l'INRES, l'Institut National de Recherche sur les expériences extraordinaires. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.